Bonjour, moi c'est Chandni, Chandni Modi. Je suis Product Owner chez Honeytrust pour la solution Score, une solution qui permet de scorer des transactions, mais aussi beaucoup d'autres étapes de la vie client, de manière à lutter contre la fraude lors des différentes étapes du parcours client. Et moi, c'est David Piatek. J'ai rejoint Honeytrust début juillet en tant que développeur back-end. Alors, moi, de mon côté, donc, comme je vous disais, je travaille sur la solution Score. Donc, cette solution permet de lutter contre la fraude à différentes étapes du parcours client. On part de l'inscription jusqu'à l'achat et même jusqu'au remboursement. L'idée, c'est de permettre aux marchands de ne pas valider de transactions frauduleuses. Et pour ça, donc, on demande aux marchands de nous envoyer un certain nombre d'informations qui nous permettent de sortir un scoring et donc de lui éviter d'avoir des fraudes au paiement à cause d'une carte qui aurait été volée, par exemple, et utilisée par quelqu'un qui n'aurait pas le droit de l'utiliser. Ou derrière, par exemple, des fraudes au remboursement, comme ça arrive beaucoup depuis la DSP2, pour lui dire, voilà, tel client a renvoyé une contrefaçon parce que on a vu dans les différentes informations que vous nous avez envoyées que c'était pas cohérent, etc. Donc aujourd'hui, on vous conseille de ne pas valider ce retour ou de ne pas valider cette transaction en fonction de ce qu'il nous a envoyé comme flux. En fait, la DSP2, c'est une réglementation européenne. C'est lié au paiement. Avant, quand vous payez, sur Internet, vous aviez un petit SMS qui venait dire est-ce que, rentrez le code, est-ce que c'est bien vous, rentrez le code si vous avez bien eu le code. C'est une réglementation qui s'appelait DSP1 et qui a été pas mal fraudée. Et donc, les instances européennes ont décidé de mettre en place la DSP2 qui est beaucoup plus rigide. C'est-à-dire que l'idée de la DSP2, c'est de vérifier que le porteur de la carte, donc celui qui a la carte en main, est bien le propriétaire de la carte. Et qu'il a bien vocation à payer, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un d'autre qui aurait piqué la carte et qui essaye de payer. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les applications bancaires, elles viennent envoyer une notification lorsque vous faites un paiement en disant, il y a un paiement de temps, il faut que vous ouvriez votre application, que vous mettiez un code ou que vous ayez votre Face ID, et que derrière, la banque, donc qu'on appelle émettrice, qui est celle de la carte, qui a émis la carte, viennent valider auprès du commerçant que c'est bien la personne qui a la carte en main qui est le propriétaire de la carte et que le paiement est bien autorisé. Et détecter l'intention, en fait. Vérifier que l'intention émane bien de la bonne personne. Exactement. C'était vraiment lié à des cartes qui étaient volées, des numéros de cartes qui étaient volés. Et les SMS étaient facilement, pour des gens qui étaient habitués, mais routables vers d'autres numéros. Ce qui faisait que finalement, ils arrivaient à détourner le système et la fraude était quand même présente. Alors que là, c'est plus compliqué parce que la carte n'est enrôlée que sur un seul device, donc un téléphone ou une tablette, peu importe. Et donc, il faut avoir ce device en main pour pouvoir valider. La plupart des banques font ça maintenant, c'est sur l'application et donc il faut valider avec son code. Donc après, ça génère d'autres problématiques. Ça génère des problématiques de taux de conversion notamment. Et c'est pour ça qu'on propose le score prépaiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà à l'époque, le SMS, ça venait dégrader le taux de conversion de 10%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne commençait à payer, si jamais il y avait un SMS, il y avait 10% des transactions sur lesquelles il y avait un SMS qui n'aboutissaient pas. Parce que la personne n'avait pas son téléphone, parce qu'il n'était pas de batterie, parce que le SMS n'était pas arrivé, pour plein de raisons. Et avec la DSP2 et cette nouvelle manière d'authentifier le client, en fait, on est plutôt à 25%. Donc la conversion pour le marchand, elle est très dégradée. Au départ, le marchand disait « Oh non, on n'a plus besoin d'Honeytrust. » Parce qu'avec la DSP2, c'est la banque émettrice qui porte le risque. C'est-à-dire que s'il y a une fraude, c'est la banque émettrice qui paye. Sauf qu'on leur a dit « Mais ça sera fraudé la DSP2, comme la DSP1 à l'époque l'a été, ça sera fraudé. » Et c'est fraudé aujourd'hui de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, le taux de conversion est d'autant plus dégradé parce que la personne, encore une fois, n'a pas forcément la 4G, parce que la liaison avec la banque émettrice se fait pas bien, parce que l'âge des personnes aussi, faut savoir que c'est pas une procédure qui est simple. Faut ouvrir l'application, faut s'authentifier, faut ressaisir le code,
faut vérifier que le lien se fait bien entre les deux sites, etc. C'est compliqué. Faut pas avoir changé de téléphone et avoir oublié de désenrôler la carte de l'ancien téléphone. Faut pas que la carte du mari, comme moi ça m'arrive, est enrôlée sur mon téléphone. On ne sait pas pourquoi, mais quand il fait un achat, ça arrive sur mon téléphone. Bon, voilà, enfin, c'est quand même des choses qui engendrent beaucoup de pertes de taux de conversion. Alors, du coup, c'est de la perte de chiffres. Comment vous faites le frictionless comme ça, dans ce contexte-là, ouais. Comment Honeytrust assure le frictionless? Alors en fait, Honeytrust, notre grosse force, c'est la base mutualisée. On dispose d'une base mutualisée de 15 millions de clients qui nous permet en fait de croiser un certain nombre de données et de bonifier les clients qu'on aurait dans notre base et qui sont finalement sains, qu'on a vu déjà passer, pour lesquels les transactions se sont bien passées. Et donc, en croisant les différentes informations qu'on reçoit, on peut se dire tel client est sain, le marchand qui nous appelle n'a pas atteint le niveau de fraude au-delà duquel il n'a pas le droit de faire du frictionless. Donc, nous, on dit, OK, demandez un frictionless pour ce client-là. Et en fait, en dessous de 500 €, on peut préconiser des frictionless pour les clients qui seraient sains dans notre base. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer par... Si, ils sont obligés de passer par le DSP2. Non. Alors non, justement, il y a une clause, ce qu'on appelle un RTS, donc c'est une petite annexe de la loi DSP2, qui dit que selon la tranche du panier, donc entre 0 et 100, 100 et 250 et 250 et 500, si le marchand ne dépasse pas un certain taux de fraude dans les 90 derniers jours, et bien dans ce cas-là, le marchand a la possibilité de demander un frictionless pour ce client-là. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il demande le frictionless, ça passe par la banque acquéreur, puis la banque émettrice. La banque émettrice a la possibilité de dire oui ou non. C'est toujours elle qui a la décision finale. Par contre, si elle dit oui, ok, tu peux faire le frictionless, le marchand, il va te laisser acheter sans avoir de code. De temps en temps, il peut arriver que la banque émettrice redemande une autente forte pour être sûr que Honeytrust a dû se transformer depuis la mise en place de la DSP2, puisque certes, on était initialement surtout sur la fraude au paiement. La DSP2 nous a forcé à nous transformer parce que la DSP2 a contraint les fraudeurs. Et donc, un fraudeur ne s'est pas arrêté de frauder parce que la DSP2 est arrivée. Il a cherché d'autres moyens de frauder. Et donc, il y a eu des identités digitales dont d'autres vous parleront certainement beaucoup mieux que moi, contre lesquelles on lutte également. Il y a les fraudes au remboursement sur lesquelles les fraudeurs se sont massivement reportés. Alors, c'est quoi la fraude au remboursement ? C'est, je vais acheter un manteau Burberry et puis je vais renvoyer une contrefaçon. Ou je vais acheter un iPhone et je sais que chez tel marchand, la livraison, il n'y a pas besoin de signer. Donc, je vais dire que je n'ai pas été livré. Tout ça, on demande des remboursements et les marchands ne le savent pas et c'est de la perte sèche. Donc, l'idée, c'est de les aider à maximiser leurs résultats. Mais on n'avait pas l'outil qu'il fallait en 2020 pour se transformer et on a dû changer beaucoup de choses techniquement et on a eu besoin d'équipiers, on va dire, comme David et d'autres. Et du coup, moi de mon côté, j'interviens sur la partie technique. L'une des premières missions, ça a été, de la gestion de legacy, à quelque part, reprendre en main le legacy. Parce qu'il y avait une grosse partie de legacy qui existait. Donc, alors, juste le legacy le legacy, le code historique. C'est-à-dire que comme toute société qui a vécu, il y a du legacy, en sachant que le code qu'on écrit aujourd'hui, c'est le legacy de demain. Donc, justement, mettre de la qualité dans le code. Donc, l'une des premières missions avec Xquad, ça a été la reprise en main du legacy, faire un état des lieux, en fait, savoir quels étaient les points faibles et les points forts de Honeytrust, quelque part, là où on pouvait agir le mieux. Et à partir de là, on a commencé à mettre, je rentrais un tout petit peu dans la technique, une architecture hexagonale pour pouvoir mettre en place une stratégie de legacy et sortir les nouvelles features. Tout en parallèle, faire une grosse phase d'automatisation. Donc ça va toucher toute la couche DevOps, c'est-à-dire tout ce qui va être CI/CD, déploiement continu, etc. Quand on est arrivé, il y avait des tests pas forcément très très stables, donc il y avait des KO de façon aléatoire. Donc ce qui compliquait encore plus, alors que là, à la fin d'un développement, en 20 minutes, on arrive à sortir une CI.
Donc on a une boucle de feedback extrêmement rapide. On travaille encore à l'améliorer. La dockerisation aussi a été vraiment améliorée. Maintenant, on est capable d'onboarder un nouveau coéquipier en 1 heure, ce qui est la première fois que... Beaucoup plus long avant. Ça a eu un gros impact côté produit, puisque en fait, il y a eu 2 choses. La première, c'est que les tests étaient hyper rapides. Donc les features, finalement, en termes de visibilité, c'était beaucoup plus rapide. Parce que là où ça pouvait prendre 2-3 jours sur les tests, là, à chaque fois, en 20 minutes ou 40 minutes, finalement, les tests étaient bouclés. Et donc, en termes de rapidité et en termes de livraison, enfin, toute l'automatisation, etc., qu'ils ont fait, a permis... tout ça, c'est des MEP beaucoup plus rapides aussi. C'est-à-dire qu'avant, on mettait en prod 1 fois tous les mois au mieux, voire 1 fois tous les 2 mois. Là, maintenant, depuis quelques mois, on met en prod toutes les semaines. Pour moi, ça m'a changé la vie d'un point de vue produit, de pouvoir dire à un marchand, on peut vous le livrer dans 15 jours. C'était impossible avant. Et là, ça nous remet finalement dans des temps acceptables. Le time to market est vraiment acceptable maintenant, alors qu'il ne l'était pas du tout avant. Je pense que ça t'a permis de reprendre confiance aussi sur les MEP. Ça nous met beaucoup plus en confiance de se dire, on fait une MEP toutes les semaines. Il n'y a plus personne qui doute, finalement. Même là, on arrive dans une période où on est censé être gelé complètement du 15 novembre au 15 janvier. On envisage quand même de faire quelques MEP. Alors, pas toutes les semaines, peut-être pas la semaine du Black Friday, parce que, le commerce oblige. Mais sinon, on envisage quand même de faire des MEP, chose qui n'aurait jamais été envisageable par le passé. Alors ça, oui, il y a ce sujet-là qui arrivait en plus de tout le reste du legacy, où on nous a dit, vous allez rire, mais en plus, on va bouger sur un autre... on ne sera plus sur Oracle, on va être sur le cloud, enfin sur Azure. Et là, on s'est dit, c'est bien, déjà que tout le legacy était compliqué, mais si en plus on nous bouge notre base de données, ça risque d'être encore plus compliqué. On s'est un peu acheté du temps, et quelque part, parce que, encore une fois, là, ça permet... On est dans une phase, pour moi, on perd un peu de temps en développement, en structuration, etc. Mais c'est pour pouvoir délivrer après, pour pouvoir shipper beaucoup plus rapidement, avec de la qualité et de la confiance. Non, mais au final, tous les travaux qui ont été faits... de par toute l'anticipation finalement des tests qui sont plus rapides, l'automatisation, etc., on voit que finalement la bascule vers le cloud s'est faite assez naturellement. Des outils, donc on utilise justement beaucoup de Docker, de la dockerisation, un Makefile et de la documentation. Ce qui a été, comme souvent, un point faible. On commence à réussir à redocumenter le code, on commence, comme je disais, à reprendre la main en fait. Les tests étant une documentation en elle-même. Oui. Surtout que c'est des tests en BIAT, donc c'est des tests très lisibles, très fonctionnels. Donc ça nous a quand même permis de savoir ce que faisait l'application, de rentrer plus facilement dans Squad. C'est les devs, et c'est des gens qui aiment la CD, qui aiment l'architecture hexagonale, qui aiment le craft, qui aiment tout cet écosystème-là. Et je pense que c'est ça qui a donné la direction aussi. Moi, je suis arrivée en 2020, donc effectivement, ça a fait un changement. Salim, il a dit, laissez-moi 3 mois, et déjà, vous allez voir, il y aura des choses qui vont s'améliorer, et on pourra commencer à redévelopper du fonctionnel de manière, on va dire, plus sereine. Et oui, assez vite, c'est vrai que au début, on ne voyait pas tout de suite, mais assez vite, on a vu au bout d'1 mois, 1 mois et demi, qu'il y avait des choses qui s'amélioraient. Je voyais aussi que le dev qui était là depuis un peu plus longtemps, il disait ça s'améliore, les tests, ça prend moins de temps, etc. Donc j'entendais aussi d'autres voix, on va dire, qu'il y avait de l'amélioration. Donc c'est vrai que je suis pas partie forcément en pleine confiance, mais je suis quand même contente qu'on ait fait confiance a priori, parce que le résultat, il est quand même là. Et je m'attendais vraiment pas à ce qu'on puisse déployer toutes les semaines, je m'attendais pas à ce que les tests soient si courts, je m'attendais pas à ce qu'on bascule sur le cloud sans aucun bug. Donc faut savoir reconnaître aussi, moi j'étais un peu en réticence, et finalement c'est vrai que les features fonctionnelles sortent quand même, elles sortent aussi maintenant plus rapidement qu'avant, parce que certes avant on donnait de la feature fonctionnelle, mais en fait elle était tellement longue à tester que on en serait peut-être au même point maintenant, ou peut-être même peut-être plus en retard, peut-être un peu en avance, j'en sais rien,
On pourra pas le savoir, mais quoi qu'il arrive, je suis, moi d'un point de vue fonctionnel, je suis vachement satisfaite de ce qu'est devenu le produit. En fait, j'avais peur que le fait de basculer sur de la technique fasse qu'on ne puisse plus du tout avancer sur le produit. Et c'est ça qui me faisait vraiment très peur. Mais finalement, avec l'équilibre qu'on a pu trouver, je me suis pas sentie... j'ai pas senti que le produit était lésé versus la technique. Et encore une fois, je sépare les deux, mais c'est pas séparé, puisque le produit est une API. Donc, c'est un produit technique, en fait. Donc, on peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui ne soit pas au standard du marché. C'est sûr. Alors, de flexibilité et de sécurité, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement on peut mettre en prod pas mal de choses, des petites choses rapidement, parce que forcément, les releases sont beaucoup moins grandes, donc on impacte moins de choses, on a moins peur, donc on est plus serein. Et effectivement, on peut passer des petites choses assez rapidement. Plus de rollback ? On n'a plus fait de rollback depuis les mises en prod toutes les semaines, on n'a plus jamais fait de rollback. Exact. Déjà, le process de MEP était beaucoup plus lourd que maintenant, parce que maintenant, vous avez automatisé beaucoup de choses. Mais avant, les process de MEP, c'était le branle-bas de combat. Il fallait s'y prendre 3 jours à l'avance. Tout ça, ça a été simplifié, quoi. Puis même, il n'y avait pas de CI qui fonctionnait correctement. On n'avait pas déployé en automatique. C'est la CI qui crée la boucle de feedback très très rapide et qui nous permet de gagner du temps pour la suite. Ça, c'est intéressant, du coup, la boucle de feedback. Plus un test est découvert tard, plus il coûte cher à la société, en fait. Si je suis capable de... Là, si on fait, par exemple, sur Refund Request, on développe QMOP Programming, toute la feature-là, et en plus, on l'a fait en TDD, en s'obligeant à lancer tout le temps tous les tests. Tout ce qui est dans Unit, c'est tout le temps testé avec un coverage de 100%. Ce qui fait que on n'a même quasiment pas besoin d'attendre la CI pour être sûr que si on a codé, c'est bon, au final. Et quand ça part sur la pré, sur la qualif, sur la pré-prod et sur la prod, on est plutôt très serein. Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est que avant on testait. Alors il y a ça dont j'ai pas parlé, c'est que quand Xsquad est arrivé, Xsquad est aussi arrivé avec des QA. Et les 2 QA qui sont arrivés, ils ont fait un gros travail aussi d'automatisation de tests, etc. Qui a fait que certains tests, en fait, qu'on se faisait systématiquement de manière manuelle, en fait, on n'avait pu aller faire. Donc tout ça, en fait, ça a permis, vos tests du côté technique qui étaient plus rapides, plus les tests des QA, finalement, le delta de tests qui restait à faire était quand même minime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande encore au métier de tester certaines features fonctionnelles, une vélocité qu'on va développer, etc. On va forcément demander au métier de la valider pour être sûr que c'est bon. Mais il y avait beaucoup plus d'allers-retours auparavant, alors que là, s'il y a une problématique, globalement, ça peut être une incompréhension du départ, qui peut être d'ailleurs la mienne, ou celle entre le développeur et moi, ou enfin voilà. Mais il ne faut pas oublier que c'est la compréhension du développeur qui part en production. Ça, c'est ce que... Ah oui, c'est ça. Ah c'est sûr. Et Salim, il est des fois un peu dur en disant non mais attends, j'ai pas compris. Mais il a raison. Parce que en fait, et il dit ouais, mais après une fois que c'est développé, c'est pénible en fait de revenir dessus parce que c'est pas la bonne information qu'on a. Voilà, c'est ça. Il faut tout rattraper. Donc je comprends vraiment cette rigueur qui m'impose aussi. Là sur Refund Request, c'est vrai que systématiquement, il me demande d'écrire le test vraiment détaillé sur chaque feature. Alors c'est formateur, je vais le dire comme ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, mais c'est vraiment formateur parce que ça me force vraiment à aller regarder sur chaque détail, d'être sûr que la feature est bien comprise et quand on balaye le ticket, au moins on parle le même langage, quoi. Du coup, si on fait un refinement produit en premier, c'est ça. Puis un refinement technique pour refaire un tour avec tous les développeurs, quand même voir s'il n'y a pas encore une fois un trou dans la raquette. S'il y a pas... Et des fois, il y a encore des questions, ça peut arriver. Il y a des questions, justement, si on ouvre un peu les fichiers, des fois, on regarde un peu, et là on fait on n'y a pas pensé. Et du coup, c'est à ce moment-là, on revient encore une fois vers toi, en faisant, et on relève les points.
Mais au moins, c'est pas développé et ils lèvent les points vraiment en amont, avant de développer. Ouais, c'est mesurable parce qu'en fait, suite au MEP, on pouvait avoir des remontées qui étaient faites. Et on remarque quand même qu'on a moins de remontées clients. Ça fait partie des prochains chantiers un peu plus ops. Et quelque part, ça va être le monitoring et l'alerting, justement, pour être beaucoup plus proactif. Globalement, sur la fraude au remboursement, ce qu'on disait, c'est que la fraude au paiement, on a parlé beaucoup de la fraude au paiement, mais ça s'est déporté sur la fraude au remboursement. Et en fait, cette fraude au remboursement, on en discute souvent avec les développeurs, mais il y en a certains qui disent « mais c'est des génies du mal, les fraudeurs ». Parce que quand j'expliquais les différents modes de fraude au remboursement, il y en a certains qui me disaient « mais comment c'est possible d'avoir ces idées-là ?» Typiquement, après, je sais que tel marchand ne demande pas la signature pour livrer, je sais que par exemple, j'ai acheté des Crocs, je sais que tel marchand, la log, elle vérifie pas, elles sont pourries, je vais en racheter des nouvelles et je vais renvoyer les anciennes. Ou alors, certains qui ont commandé un ordinateur où ils savaient que chez certains marchands, ils vérifiaient que le poids, ils ont renvoyé des bouteilles d'eau ou du sable dans les colis. Là, cette fraude au remboursement qui était finalement une espèce de petit... c'était un petit peu à la marge, on va dire. Et qui est devenu un gros truc, parce que comme je disais, les fraudeurs sont pas arrêtés d'être des fraudeurs, et ils ont trouvé ce filon-là, et du coup, ils se mettent là-dessus.